Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Agrariman, Blue Falcon, c'est quoi votre nom s'il vous plaît? Vous pouvez l'écrire, hein, je vous entends pas. Rosa Badri, c'est votre nom, c'est votre prénom? Allô? Je ne vous entends pas, vous pouvez l'écrire. Ah, Blue Falcon, c'est Sahraoui. D'accord. Donc, Sahraoui, le deuxième Sahraoui, c'est vous encore? Ah, vous n'êtes pas de la section Sahraoui. Vous êtes de quelle section? Monsieur. C'est là. Pardon, j'ai avalé de travers. Oui, vous disiez quoi? Donc, Blue Falcon et Sahraoui, c'est la même personne. Mais vous êtes de quelle section? C'est groupe 1. Ah, c'est groupe 1. Alors, qui m'a dit que... Il y a deux Sahraouis. Pardon? Ah, il y a deux Sahraouis. D'accord, ok. Oui. Bien, alors maintenant, vous me dites quels sont les TP que vous voulez faire. Agrariman. Oui, oui, c'est le cas. C'est le cas, mais bon, il y en a qui ont déjà fait le pendule, il y en a qui ont déjà fait le HP. Donc, je voulais savoir quelle est la majorité pour commencer par l'un ou l'autre. Peu importe, mais je peux faire les deux si vous en avez besoin. Alors, Agrari, vous voulez commencer par quoi? Oui, oui, enfin, bon, ça fait rien. C'est pas grave. Alors, Sahraoui, Blue Falcon. Oui. Vous me dites quel TP vous voulez faire? HP, d'accord. Donc, je vous entends pas, mais bon, vous pouvez écrire, il n'y a pas de problème. Rosa Badri, section A, c'est ça? Non. Quel TP vous voulez faire? Bien, je n'entends pas et je ne vois pas. Ben, ça fait rien. On va commencer par le HP. Et puis, pendule. Pendule pour Rosa Badri. Qui encore? Le deuxième Sahraoui. HP ou pendule? Oui. Pendule. Pendule. Donc, il y en a deux pour pendule et deux pour HP. Vous préférez qu'on commence par l'un, par HP ou par pendule? Enfin, si vous n'avez pas les deux à faire, je préfère commencer par le plus rapide. Comme ça, on libère les gens qui font pendule, parce qu'il est un peu plus rapide que HP. Maintenant, ça dépend. Si vous voulez faire les deux, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, je peux commencer par l'un ou l'autre. Ça vous va? Je commence par pendule? Tout le monde est d'accord. Allons-y. Voilà. Prenons le pendule. Bien, alors, je vous explique un peu le texte que vous voyez. J'espère que vous le voyez. Dites-moi aussi si vous voyez la souris bouger, parce que je vais vous montrer des choses avec la souris. Bien. Alors, dans ce texte-là, il y a d'abord le texte de TP qu'on vous a envoyé. J'ai rajouté en rouge quelques explications et quelques morceaux, disons, du polycopier de TP dont on a besoin. D'accord? Voilà. Ce qui est en rouge, c'est ce qui a été rajouté par-dessus le texte de TP que vous avez, dans un but d'avoir les choses beaucoup plus claires et tout. Voilà.
Bien. Alors, le pendule. Je vais lancer l'enregistrement en espérant que ça marche cette fois-ci, parce que ça ne marche pas toujours bien. Je le lance. Voilà. J'ai pas vu où je l'ai mis. Bon, c'est OK. C'est parti. Bien, le pendule. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est d'abord savoir ce que c'est qu'un pendule. Alors, il y a la définition que je vous ai mis en rouge, juste en dessous. Là. C'est à la deuxième page. Ici. Un pendule, c'est un solide de masse M qui est placé dans un champ de gravité, donc là, comme on a l'habitude, dans notre environnement normal, peut osciller autour d'un axe qui ne passe pas par son centre de gravité. Donc, vous avez un solide, vous y mettez un axe horizontal, en général, puisque la gravité est verticale, un axe horizontal, mais cet axe horizontal ne doit pas passer par le centre de gravité. S'il passe par le centre de gravité, il n'oscille pas. Donc, l'axe d'oscillation, lui, il ne passe pas par le centre de gravité. Ensuite, on écarte le solide de sa position d'équilibre et on le laisse osciller. Et à ce moment-là, c'est un pendule pesant. Alors, je disais que on a un axe d'oscillation, un centre de gravité, et je vous disais qu'il oscille autour de sa position d'équilibre. Et dans ce cas-là, sa position d'équilibre, lorsqu'on trace une verticale passant par l'axe d'oscillation, il passe aussi par le centre de gravité. Et c'est ça la position d'équilibre au départ. Bien, un pendule n'oscille pas forcément. S'il y a beaucoup de frottement, un gros frottement au niveau de l'axe d'oscillation, il n'oscillera pas. Même si vous l'écartez de sa position d'équilibre, il restera dans cette position. Donc, il y a des conditions sur l'amortissement pour qu'un pendule oscille. Il faudrait donc normalement que l'amortissement soit relativement faible. Bien, ceci étant dit, je viens de définir ce qu'on appelle un pendule pesant, c'est-à-dire n'importe quoi peut être un pendule. Un livre, une chaise, n'importe quoi peut être un pendule. Un pendule pesant. Maintenant, on définit aussi le pendule simple. Alors, un pendule simple, par définition, c'est un pendule, comme l'autre, la même définition, sauf que la masse de ce pendule, la masse totale de ce pendule est concentrée dans son centre de gravité. C'est-à-dire qu'entre le centre de gravité et l'axe d'oscillation, la masse qu'il y a entre les deux, entre le centre de gravité et l'axe d'oscillation, doit être négligeable. Alors, ça se passe comment? Vous avez un exemple juste au-dessus. C'est le pendule qu'on a en salle de TP. Comme vous le voyez là, vous avez l'axe de rotation qui est désigné là. Ici, pardon, je suis descendu un peu trop. L'axe de rotation qui est là. Vous avez une barre qui part de l'axe de rotation. Et en dessous, vous avez une masse qui est en orange là. Je ne vois pas très bien. On va essayer de la voir. Voilà, la masse qui est là. Bon, maintenant, ce n'est pas exactement un pendule simple. Pourquoi? Parce que cette barre-là, elle a quand même une masse qui n'est pas vraiment très négligeable. Mais ce pendule-là se rapproche beaucoup plus d'un pendule simple que d'un pendule pesant. Voilà donc la définition d'un pendule, que ce soit un pendule pesant ou un pendule simple. Bien. Maintenant, on va étudier. Le TP se divise en trois parties. La première, c'est l'étude des pendules simples, pour connaître un petit peu ce que c'est qu'un pendule simple. La deuxième, on va étudier les deux pendules couplés par un ressort dans certaines conditions initiales. Et la troisième partie, ce sera une autre condition initiale. Voilà donc les trois parties. On va commencer évidemment par la première.
La première, il s'agit simplement d'étudier deux pendules simples. C'est-à-dire qu'on décroche le ressort, c'est-à-dire que les deux pendules ne sont plus couplées, et on étudie un seul des deux pendules. On l'écarte de sa position d'équilibre et on le laisse osciller. La caractéristique d'un pendule, c'est évidemment sa période. Et on va voir que la masse ne joue pas vraiment un rôle. Donc on l'écarte de sa position d'équilibre, on le laisse osciller. Grâce à un chronomètre, on mesure sa période d'oscillation. Bien, il y a un mode opératoire pour avoir la période la plus précise possible. Évidemment, la chose la plus simple quand on veut mesurer une période, on se dit, bon, je l'écarte de sa position d'équilibre, je le lâche, je repère à peu près où est la position maximale, par exemple, je le lâche, il fait une période, hop, je bloque le chronomètre et je vais mesurer la période. Mais seulement dans ce cas-là, il y a deux erreurs. La première, c'est au moment où vous lâchez votre pendule. Au moment où vous décidez de le lâcher, et au moment où vous le lâchez, et le fait d'appuyer sur le pendule, entre ces trois actions, ce n'est pas forcément coordonné. C'est-à-dire que vous ne les faites pas exactement au même moment. Vous pensez d'abord, vous lâchez, ensuite vous appuyez sur le chronomètre. Il y a un temps qui se passe entre ces trois actions qui fait que vous n'avez pas la position exacte de départ. Même chose à l'arrivée, c'est-à-dire quand vous avez fini une période, eh ben, vous faites la même erreur. Donc cette erreur-là se retrouve sur la période. D'accord? Donc vous avez une période entachée d'une certaine erreur. Maintenant, ça peut s'estimer. Bien, on veut une période relativement précise. Donc, on adopte le mode opératoire suivant. Alors, au lieu de mesurer une période, on va en mesurer beaucoup. Évidemment, quand vous lâchez le pendule, il va osciller un certain nombre de fois. Quand vous décidez d'arrêter, vous allez commettre donc une erreur à l'arrivée. Au départ, une à l'arrivée. Ben, c'est exactement la même erreur que vous commettez, que vous comptiez une période ou 100 périodes, vous allez commettre la même erreur sur l'ensemble. Donc, on a tout intérêt à mesurer le plus de périodes possible pour que cette erreur se répartisse sur l'ensemble des périodes. D'accord? Voilà donc comment on va opérer pour mesurer les périodes du pendule. Bien, donc dans le premier cas, on a fait la mesure pour vous, puisque vous n'êtes pas au laboratoire. Alors, pour un pendule de longueur, j'ai été trop loin, de longueur 74 cm, 0,74 mètres, bon, on l'a lâché, donc on l'écarte de sa position d'équilibre, on le lâche sans vitesse initiale, ça veut dire qu'on ne le pousse pas, on le tire et on le lâche. On le laisse osciller, on repère une position maximale, c'est plus facile de compter par rapport à une position maximale que par rapport à un zéro, parce que le zéro, il n'est pas vraiment facile à détecter. Donc, on repère une position maximale, et au moment où il arrive au maximum, on déclenche le chronomètre, et on compte 50 périodes. Une fois qu'il a fait 50 périodes, on arrête le chronomètre, et le temps qui est donné, c'est 85,2 secondes. D'accord? Donc, 50 périodes de pendule simple donnent 85,2 secondes. Donc, on peut mesurer facilement la période ici, pas de problème. Et on estime l'erreur que l'on commet au début des oscillations et à la fin, comme je vous disais, entre le moment où vous décidez, le moment où vous le lâchez, quand vous appuyez sur le chronomètre, il se passe un certain temps. On va estimer que ça correspond à peu près à un quart de période au début et un quart de période à la fin de l'année. Donc, disons que vous commettez à peu près une demi-période sur l'ensemble. Donc voilà le delta T, le delta des 50 T, c'est T sur 2. Et à ce moment-là, vous en déduisez T avec son erreur. Bien, là, on a pris en considération uniquement les erreurs de manipulation qu'on pourrait faire. Il y a deux autres erreurs qui sont là, dont on ne tient pas vraiment compte. C'est d'abord les erreurs électroniques, c'est-à-dire que ça, c'est les erreurs dues à l'appareil. Lui, le constructeur dit, il vous dit, quand ça indique par exemple 100 secondes, c'est à 1%, 2%. Il vous donne un pourcentage. Bon, ça, on n'en tient pas compte parce que de toute façon, c'est invariable, c'est une erreur fixe. Par contre, on tient compte donc
des erreurs que vous commettez. Évidemment, on ne tient pas compte non plus des erreurs de nombre de périodes. Si par exemple vous devez compter 50, vous en comptez 49 ou 51, bon, c'est une erreur dont on ne tient pas compte. Donc, à vous, ça, parce que ça se maîtrise, vous devez absolument vous concentrer et compter effectivement 50, pas 51 ni 49. D'accord? Bon, voilà. Donc, avec ça, une fois que vous avez la période avec son erreur, on vous demande donc de donner l'expression de la période du pendule simple. C'est-à-dire T égale quelque chose. Vous devez donner quelle est la dépendance du pendule. Elle dépend de quel paramètre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? T dépend de quoi? Dépend de la masse, il dépend de, je sais pas, il dépend de la température, il dépend de quoi? Quelqu'un peut me répondre? Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Qu'est-ce qui me parlait là? Qui me parle? Ah, d'accord. C'est pas tout à fait ça. Je vous donnerai une réponse, mais j'attends une réponse de vos camarades aussi. Sahraoui, les deux Sahraoui, Badri. Alors, si je n'entends rien, donc vous pouvez l'écrire si vous voulez si vous avez une réponse. Non? Silence. Bien. Ben, je vais répondre quand même parce que je ne vais pas attendre longtemps. Agrari qui me dit que ça dépend de l'angle. Pas tout à fait. Mais néanmoins, dans les oscillations des pendules, on se contente de petites oscillations. Parce que quand il y a des petites oscillations, la période est constante. Elle ne dépend de rien d'autre que de sa longueur. Bon, je considère que les aides constantes n'étant pas variables, c'est pas vraiment des paramètres comme pi, comme g, etc. Bon, ce qui caractérise effectivement le pendule, c'est sa longueur, pas la masse. Il ne dépend pas de la masse. Il faut qu'elle existe, parce qu'il faut bien définir un centre de gravité et donc une longueur. On définit la longueur du pendule de l'axe d'oscillation au centre de gravité de la masse. Donc la masse doit exister, mais la période ne dépend pas de la masse. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Bien. Alors, je vous disais pas tout à fait, parce que quand vous avez parlé ça dépend de l'angle, je vous disais pas tout à fait. Par contre, si vous prenez des angles beaucoup plus grands, à ce moment-là, le système n'est plus linéaire et la période n'est plus, effectivement, elle n'est plus constante. Elle va dépendre effectivement des angles qui sont très grands. Maintenant, s'ils sont tout petits, comme ce qu'on a l'habitude de faire, avec des angles relativement de l'ordre de 10, 15, même 20 degrés, la période est constante. Voilà. Donc, vous prenez, d'accord? Vous prenez l'expression de la période du pendule simple, vous la calculez, et vous allez la comparer à la période que vous avez mesurée. Et vous allez certainement trouver une petite différence entre la valeur calculée et la valeur mesurée. Ben, on vous demandera simplement de commenter cette différence, dire à votre avis pourquoi est-ce qu'il y a une différence. D'accord? Il y a évidemment, on vous demande des justificatifs argumentés, hein, pas n'importe quoi, pas juste ce qu'on pense. Il faut argumenter, dire que cette période est différente pour tel et tel argument réel. Voilà, donc la première partie est finie. Y a-t-il une question là-dessus? Non? Pas de question. Bon, on va passer à la deuxième. Alors, on vous demande de mesurer. Voilà. Maintenant, on reprend les pendules, on les couple. On reprend l'image de départ, qui est celle-ci. Voilà nos pendules, et on va les coupler. C'est qu'on va mettre un ressort entre les deux, ici. Vous voyez, le ressort, il est attaché au pendule 1 ici, et au pendule 2 ici. Et on va le mettre à une certaine distance A. C'est quoi la distance A? Eh bien, c'est simplement la distance entre le centre d'oscillation, l'axe d'oscillation qui est là. Donc l'axe, il est horizontal, il passe par ce point.
de là jusqu'à la position du ressort. On va appeler ça petit a. Et ce petit a, on va le faire varier. Ici, pareil, c'est-à-dire qu'on met le même petit a ici, le ressort est à la même position de ce côté et de ce côté par rapport à l'axe d'oscillation. Je rajoute juste une petite précision. Les boîtiers bleus que vous voyez, c'est écrit là, c'est des enregistreurs de position. Ce qui permet de les brancher, par exemple, sur un oscilloscope et de voir l'évolution de la position du pendule en fonction du temps. Vous voyez, là, il y a des fils. Ces fils-là, on les branche sur un oscillo et ils vous donnent la position à chaque instant. D'accord? Voilà donc les pendules que l'on a. Le premier, le deuxième, le ressort de couplage et le masque qui s'en va. Voilà. Bien. On revient aux questions et on vous demande, dans les conditions, mesure des périodes dans les conditions du 3.1 et du 3.2. Ceci fait référence, le 3.1 et le 3.2 font référence à des paragraphes du polycopié d'OTP. Mais néanmoins, je les ai recopiés ici. C'est-à-dire que ça, c'est dans le poly. Ce qui est en rouge est dans le poly. Alors, qu'est-ce que c'est que le 3.1 et le 3.2? Au 3.1, alors à t égale 0, on écarte les deux pendules, θ1 et θ2, on met à 0, donc l'instant 0, c'est l'instant où vous allez lâcher les deux pendules, θ1 de 0, θ2 de 0, égale θ0. Autrement dit, les deux pendules, on les écarte du même angle dans le même sens. D'accord? Et ensuite, on les lâche sans vitesse initiale. Comme on l'a mis ici, θ.1 de 0 égale θ.2 de 0 égale 0. Ça veut dire quoi sans vitesse initiale? Ça veut dire qu'on les pousse pas. On leur donne pas une petite tape. C'est-à-dire qu'on les écarte d'une position θ0 tous les deux dans le même sens et on les lâche tout simplement. Donc ils partent de la position fixe et ils partent tout seuls. Donc ils prennent une vitesse tout seuls. Mais au départ, leur vitesse est égale à 0. Mais dans ce cas-là, les équations différentielles qu'il y a dans le polycopié, qui sont mises au départ juste après le Lagrangien des deux pendules, les solutions de ces équations différentielles s'écrivent sous cette forme-là. θ1 de t égale θ0 cosinus oméga 1t, et θ2 de t égale θ0 cosinus oméga 1t. Vous voyez que c'est exactement le même mouvement, pour les deux. Autrement dit, ils oscillent en parallèle tous les deux, de la même manière, à condition évidemment que vous ayez donné exactement les mêmes conditions initiales au départ de deux pendules. Et vous avez donc ces solutions-là. Alors on vous demande simplement d'expliquer ce que veut dire oméga 1 et de donner sa valeur en fonction des paramètres du système. Ça c'est dans le poly. Alors, ensuite, là c'est écrit 3.1, mais en fait c'est le 3.2. C'est-à-dire qu'il y a une petite erreur ici, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on vous dit, je reprends la question. Voilà. Mesure des périodes dans les conditions du 3.1 et 3.2. Le 3.2, je vous disais, c'est celui-ci. Il y a une petite erreur là. À t égale 0, on met θ1 de 0 égale à moins θ2 de 0 égale θ0. C'est-à-dire, θ1 de 0 égale θ0 et θ2 de 0 égale moins θ0. D'accord? Toujours avec des vitesses initiales nulles. Alors, que veut dire ces conditions initiales? Ça veut dire simplement qu'on va prendre le premier pendule, on va l'écarter de θ0, donc on va l'écarter de θ0 dans un certain sens. Et le deuxième pendule, on va l'écarter de θ0, mais dans le sens opposé de θ. D'accord? Soit on les met vers l'intérieur tous les deux, ou vers l'extérieur tous les deux. Et on lâche, sans vitesse initiale. Et à ce moment-là, on va compter donc les périodes, on va compter 50. On utilise le même mode opératoire que pour le pendule simple. Donc dans les deux cas, dans ce cas-là et celui-ci, on va compter 50 périodes et mesurer donc la période du pendule dans le premier cas, 3.1, et la période du pendule dans le deuxième cas. Mais on va préciser un petit peu mieux. On vous dit, on mesure la période d'oscillation en utilisant le même mode opératoire, etc.
en faisant varier les valeurs de A de 10 à 70 cm. Comme je vous disais tout à l'heure, on a fixé le ressort de couplage à une certaine distance A des centres d'oscillation, des axes d'oscillation. Et bien, cette distance A, on va la fixer. On va commencer, par exemple, par mettre 10 cm, 0,1 mètre. Et dans cette position, le ressort étant dans cette position, c'est-à-dire il est à 10 cm de l'axe d'oscillation pour le premier et pour le deuxième. Ils sont toujours à la même position par rapport à leur propre axe d'oscillation. Et on mesure 50 fois T1 dans les conditions du 3-1, c'est-à-dire quand on les écarte tous les deux du même angle dans le même sens. On laisse osciller, on compte 50 périodes, et là on relève 85,1. Pour la même position A, c'est-à-dire 0,1, cette fois-ci, on les écarte de 2θ0, mais dans des sens opposés, on les laisse osciller, on compte 50 périodes, je vous dis exactement avec le même mode opératoire que le pendule simple, et puis on compte 50 périodes, et là pour 0,1, pour 1 égale 0,1, on a 84,6 secondes. D'accord? On passe à A égale 0,17, c'est-à-dire 17 cm ou 0,17 mètres, on mesure pour T1, on trouve 85,6 et pour T2, 83,8. Et ainsi de suite. Ensuite, une fois que vous avez fini la deuxième, vous passez à 24 cm, 31, etc., jusqu'à 68. Donc pour tout ça, vous mesurez, un coup vous mesurez 50 T1 et un coup vous mesurez 50 T2. Voilà. Donc vous avez le tableau qui vous est donné là, comme vous ne pouvez pas le faire, on l'a fait à votre place. D'accord? Bien, on vous demande d'abord que représente T1 et T2. Bon, normalement, c'est expliqué dans le polycopier, vous devez facilement le déduire. Que représente T1 et T2. Ensuite, on vous demande de calculer les valeurs de T1, de T2, parce que là, vous avez 50 T1. Donc, vous rajoutez au tableau T1, T2, F1, qui est l'inverse de la période, F2, et K. K étant le coefficient de couplage. Alors, vous devez calculer K en fonction de F1 et F2, ou T1 ou T2, ou oméga 1, oméga 2. Bon, pour éviter trop de calculs, calculez simplement, trouver la relation entre K, T1 et T2, et vous le calculez en fonction de T1 et T2. Ou F1 ou F2, parce que de toute façon, nous aurons besoin de F1 et F2. Donc, ou T1, T2, ou F1, F2. Pour chaque valeur de A, évidemment. Pour chaque valeur de A, vous avez un coefficient de couplage. Donc, ce qui veut dire que K, normalement, dépend de A. Alors, vous devez donner le tableau de mesure contenant T1, T2, F1, F2 et K en fonction de A. Alors, je vous disais que K dépend de A. Dans votre polycopier aussi, vous avez les expressions suivantes. On vous donne oméga 0 carré, qui n'a rien à voir avec la pulsation K sur M. C'est juste une constante pour le moment. Oméga 0 carré égale à KA carré plus B sur G. Où A, c'est la distance. B, c'est une constante égale à MGL. Donc la masse qu'on a vue tout à l'heure, la gravitation, et L, la longueur. J, c'est égal à ML2. Voilà la constante pour la constante oméga 0. Maintenant, le coefficient de couplage, il est égal à K A carré sur K A carré plus B. Où A, c'est toujours la distance, B, c'est toujours MGL. Le petit K, là, c'est la constante d'élasticité du ressort. Ne pas confondre donc K, le coefficient de couplage, et petit K, la constante d'élasticité du ressort que l'on a utilisé pour coupler les deux ressorts. Alors, dans ce cas-là, vous avez donc K, vous voyez bien qu'il dépend de A, et vous pouvez aussi écrire les pulsations propres du système de cette manière-là, et là, vous pouvez en déduire K en fonction de oméga 1 et oméga 2. D'accord? Alors, vous le voyez là. Voilà, pour la deuxième partie, c'est fini. Y a-t-il des questions là-dessus? Oui, je vous écoute. Oui. Oui. Ah ben, vous avez mis le doigt dessus, puisque vous avez vu les équations que je vous avais montrées tout à l'heure, je vous avais dit que si vous les écartez dans le même sens,
tous les deux, vous aviez comme équation θ1 égale θ0 cosinus oméga 1t, et l'autre pareil. Donc ils ont exact. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'ils sont en parallèle. Ils ont exactement le même mouvement. Ben, et ben voilà, les deux se comportent comme deux pendules simples, exactement, puisque le ressort n'agit pas, puisqu'ils sont tout le temps parallèles. D'accord? Voilà. Effectivement, c'est une bonne question. Y a-t-il une autre question? D'ailleurs, si je reprends les équations différentielles que nous avons vues tout à l'heure, la page précédente, voilà. Et vous voyez là, pour le deuxième par contre, pas tout à fait pareil. Vous voyez θ1 égale θ0 cosinus oméga 2t, et θ2 de t c'est égal à moins θ0 cosinus oméga 2 de t. C'est-à-dire qu'ils oscillent de la même manière, mais en sens opposé. Ben, s'ils vont en sens opposé, c'est-à-dire quand il y en a un qui s'écarte, l'autre aussi. Donc, le ressort agit. Et quand il y en a un qui revient vers la position d'équilibre, l'autre aussi. Donc, le ressort agit aussi. Par contre, si vous regardez dans le premier cas, c'est θ0 égale θ1 égale θ0 cosinus oméga 1t, donc c'est pareil. Donc, ils sont tout le temps parallèles, autrement dit, le ressort n'agit pas. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur la deuxième partie, on va passer à la troisième. Est-ce que... Pas de questions? Alors, d'accord. Eh bien, là, on vous dit mesure des périodes dans les conditions du 3-3. Je vous dis que c'est toujours le 3-3, c'est un paragraphe, tu peux le copier du TP. Donc, on se met dans les conditions de 3-3 pour 4 valeurs de A. D'accord? On ne prend pas 10 valeurs. C'est 4 valeurs de A uniquement. Et on obtient les courbes ci-dessous. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que les conditions du 3-3? Là, dans ce cas-là, on met à t égale 0. On va prendre θ1 de 0 égale 0, c'est-à-dire qu'on maintient le premier pendule à sa position d'équilibre, mais le deuxième pendule, on va lui donner un angle de θ0. Enfin, θ0, c'est pas forcé que ce soit le même que celui qu'on a utilisé tout à l'heure, hein, ce n'est qu'une constante. Mais c'est juste pour donner des conditions initiales différentes pour le premier et le deuxième. D'accord? Et évidemment, là aussi, on maintient des vitesses angulaires nulles. Au départ, je veux dire. On met le premier pendule à la position d'équilibre, on écarte le deuxième pendule de θ0 et on lâche sans donner de vitesse initiale. Dans ce cas-là, les mêmes équations différentielles qu'on a vues juste après le Lagrangien donnent les solutions suivantes. Alors, θ1 de t, c'est égal à θ0 sinus oméga 2 moins oméga 1 sur 2t multiplié par sinus oméga 2 plus oméga 1 sur 2t. Et pour θ2, c'est la même chose, sauf qu'à la place des sinus, il y a des cosinus. Mais les fréquences sont les mêmes. D'accord? Ou les pulsations sont les mêmes. Bien. On vous demande d'expliquer à quoi correspondent les deux pulsations. On peut écrire aussi les fréquences ou les périodes correspondantes. Les deux pulsations oméga 2 plus oméga 1 sur 2 et oméga 2 moins oméga 1 sur 2. Le trait n'apparaît pas, mais bon. C'est les conversions PDF qui font ça. On va voir maintenant en dessous ce qui se passe. Bien, voilà. Là, je viens de vous dessiner, j'ai pris le deuxième pendule, là où on lui a donné une vitesse, un angle initial de θ0, une vitesse initiale de 0. Pour θ2 de t, la solution pour ce deuxième pendule, c'est θ0 cosinus oméga 2 moins oméga 1t, multiplié par cosinus oméga 2 plus oméga 1 sur 2t. Alors, je vais essayer de décortiquer un petit peu cette équation-là. Bon, le premier, ce cosinus-là, cosinus oméga 2 moins oméga 1 sur 2t, je l'ai dessiné en rouge ici. Vous le voyez là? Avec donc comme pulsation oméga 2 moins oméga 1 sur 2. Voilà. Et bon, on peut repérer facilement la période que j'ai appelée la période Tm. Là, ça s'est collé un petit peu, on ne voit pas bien le T, mais c'est la période Tm.
Bon, entre deux zéros, vous pouvez la mesurer entre deux max ou entre deux min, comme ici. Donc, vous avez la période T1 ici. Bien, maintenant, voyons voir le deuxième cosinus qui est là. Je l'ai dessiné aussi en dessous. Il est là. Cosinus oméga 2 plus oméga 1 T sur 2. Bien, vous remarquez que ce n'est pas un vrai cosinus puisqu'il est amorti. Bien, on ne tiendra pas compte de cet amortissement juste pour l'explication. Mais comme l'amortissement existe réellement, parce que le pendule, vous l'écartez de sa position d'équilibre, vous le laissez osciller au bout d'un certain temps, il s'arrête. Il y a effectivement un amortissement, qu'il soit faible ou un peu moins faible, il existe quand même, c'est pour ça que je l'ai laissé. J'aurais pu utiliser des cosinus normaux, mais bon, c'est pas vraiment la réalité. Mais on n'en tient pas compte pour l'explication. Bien, la solution qu'on a pour θ2, c'est le produit des deux. La cosinus oméga 2 moins oméga 1 sur 2t et cosinus oméga 2 plus oméga 1 sur 2t. Et c'est les deux cosinus que j'ai dessinés là. La solution, c'est le produit des deux. Lorsqu'on va multiplier ce cosinus avec ce cosinus-là, on obtient ceci. On obtient le battement. Vous voyez, c'est le battement θ2 de t. D'accord? Voilà. Donc, si vous multipliez les deux qu'on vient de voir, les deux signaux qu'on vient de voir, c'est ça que vous obtenez. Donc, c'est ça le battement. Ils proviennent de là. Bien, on l'a appelé T1 parce que on appelle le premier cosinus, celui-ci, c'est celui qui module un petit peu le deuxième. C'est-à-dire que c'est l'enveloppe du deuxième. Cette enveloppe-là, comme ceci, vous la retrouvez, si je reviens au battement, vous la retrouvez là. Comme ceci. Elle est là, l'enveloppe, comme ceci. Vous voyez, c'est exactement le cosinus que j'avais tout à l'heure. Et le cosinus, le deuxième cosinus ici, vous le retrouvez ici. Comme il est multiplié par le premier cosinus, évidemment, quand le premier cosinus tend vers 0, ben, l'amplitude à ce niveau-là baisse, c'est normal. D'accord? Voilà donc deux produits. Est-ce que ça c'est clair? Vous me dire si c'est clair, pas clair? Hein? Oui? Oui, allez-y. Oui? C'est bien ça, oui. Pour le moment, je l'ai appelé T1, parce que le premier signal, je l'ai appelé, si vous voulez, la modulation. Pour le premier cosinus, c'est la modulation. Donc, cette période-là, c'est la période du cosinus qui module, mais ce n'est pas la période du battement. La période du battement, de toute façon, ça allait venir, hein. La période du battement, c'est simplement la moitié. Il est là. C'est chaque lobe, la période, comment se reproduisent les lobes de battement. C'est ça la période du battement. Donc, disons qu'il suffit de prendre T1, divisé par 2. C'est tout. C'est pas compliqué. Et la période d'oscillation, elle est là. Bien, juste une petite remarque. Il ne faut pas mesurer la période d'oscillation de cette manière-là. C'est que ne pas mesurer une seule période, parce qu'à ce moment-là, vous avez l'erreur la plus grande. Il faut essayer de mesurer le maximum de périodes possibles. Par exemple, je mesurais de là jusque là. J'en mesure 4, si possible, ou en dessous. Alors, méthode de mesure. Si vous voulez bien mesurer les périodes de battement, vous prenez une règle, d'accord? Une règle, un double décimètre, ce que vous voulez. Vous mesurez la distance en centimètres de là, par exemple, jusque là. Et ensuite, vous mesurez un carreau, ici. Et vous faites le rapport, ça vous donnera, si vous voulez, le rapport en nombre, la distance ici par rapport au carreau. Or, le carreau, on sait ce qu'il vaut en termes de calibre de base de temps. On vous le donne. Plus bas, lorsqu'il s'agira de faire des mesures, on vous donne le calibre. Donc, il suffit simplement de mesurer la distance là en centimètres, la distance là en centimètres. Vous faites le rapport et vous multipliez par le calibre. Ça vous permet d'avoir, dans le bon sens, hein, ça vous permet d'avoir, disons, le temps pour, dans ce cas-là, il y en a 1, 2, 3, 4, des fois c'est 5, des fois c'est 3, ça dépend des battements. Et donc, ça vous permettra d'avoir le temps là. Et donc, si c'est 4, eh bien, ça veut dire que vous pouvez en déduire la période d'oscillation. Voilà pour l'explication concernant ce battement, d'où il provient, de la provenance de ce battement. Alors, passons maintenant au TP, à moins qu'il y ait une question là-dessus.
Pas de question. Bien, j'ai rajouté simplement pour le θ1 qui est égal à θ0 sinus oméga 2 moins oméga 6. Bon, c'est inutile de détailler. Ce sera exactement la même chose que pour le cosinus, sauf qu'au lieu de cosinus, vous avez des sinus. Vous faites la multiplication des deux sinus et vous obtenez ceci. Et ça, c'est le battement θ1. Et vous remarquez que l'un commence par un cosinus, c'est normal, puisque c'est un cosinus. Hein. Il commence comme ça. Voilà, je revois un battement. Voilà le battement, vous voyez qu'il commence par un maximum, alors que le sinus commence par un zéro. C'est normal, puisque c'est des sinus. D'accord? Ils sont en quadrature de phase. Les deux sont en quadrature. Alors, ce que vous remarquerez, si vous aviez le pendule, vous pourrez le voir de toute façon à la reprise, puisque on fera quelques manipulations. Au moins, disons, vous allez voir, vous allez mesurer, vous allez faire les mesures que vous n'avez pas faites. Bien, alors, si vous écartez, donc, comme je vous l'ai dit, un des pendules de θ0 et l'autre, vous le gardez à 0, vous lâchez, à ce moment-là, vous allez voir, le premier va osciller comme ça en commençant par 0, pendant que le deuxième, lui, il va osciller mais en commençant par un max. Alors, il va aller vers 0, pendant que celui-ci va vers un max. Quand celui-là atteint le maximum de ses oscillations, et bien, le premier, lui, il va atteindre le minimum de ses oscillations et vice-versa. Donc, ils vont, d'une certaine manière, il y a une énergie qui s'échange entre les deux pendules. Quand l'un est au max, l'autre est au min, et vice-versa. Voilà. La suite. Voilà ce qu'on obtient. Il y a un texte au-dessus. Oui, il y a un texte là, je crois. Non? Ah oui, il est tout à fait au début, hein, le texte. On vous dit que ça commence là, on se met dans les conditions du 3,3 pour 4 valeurs de A, on obtient les courbes ci-dessous sur l'écran d'un oscilloscope. Quand je dis ci-dessous, c'est relatif au texte de TP, hein, au texte de TP, pas au texte de polycopier. C'est pas, il s'agit des courbes que je vous ai montrées à la fin. C'est-à-dire celle-ci. Voilà ce qu'on obtient. Le calibre de base de temps est de 5 secondes par division. Autrement dit, ça fait 5 secondes. Voilà la division, elle est indiquée ici. Alors, pour 4 valeurs de A, il y a A égale 40 cm, 50, 60 et 70. Voici les courbes qu'on obtient à l'oscilloscope. Et vous devez mesurer pour chaque valeur de A la période d'oscillation et la période de battement pour chacun des cas. À partir de là, une fois que vous avez mesuré pour les 4, vous remplissez le tableau. Pour A égale 50, 60, 50, 60, qu'est-ce que j'ai mis encore? Ah, 40, on commence à 40, oui. 40, 50, 60, 70. Vous mesurez la période de battement, pour chacun des cas, la période d'oscillation. Ensuite, on vous demande de déduire les valeurs de F1 carré et F2 carré et la valeur de K correspondante à chaque valeur de A. Donc ici, vous allez rajouter au moins 2 lignes pour ce tableau, où vous allez mettre F1 puis F1 carré, F2 puis F2 carré, et ensuite K pour chacune des valeurs de A. Une fois que vous avez ces valeurs-là, vous avez donc F1 carré, F2 carré et K, que vous reportez sur la courbe que vous avez tracée tout à l'heure, le O4-2. Vous avez tracé F1 et F2 en fonction de K. Et bien, sur le même graphe, en mettant des ronds ou des croix, si vous voulez, sur ce graphe-là, vous rajoutez les valeurs correspondantes de F1 et F2 carré et K sur ce graphe-là. Alors, vous dites, à ce moment-là, la question qui est posée, sont-elles conformes à cette courbe? Et vous commentez, faites les commentaires. Vous ne trouverez sûrement pas la même chose, pas tout à fait en tout cas, pour les valeurs de A. Par exemple, si vous avez pris A égale, dans ce cas-là, 40, bon, ben, on ne vous a pas demandé de mesurer pour A égale 40 tout à l'heure. Mais sur le graphe, vous allez trouver A égale 40. Et vous pouvez définir les valeurs de F1 et F2 pour A égale 40. Et en plaçant les valeurs de F1 et F2 carré et K que vous avez mesuré pour 40 par exemple, vous allez le placer sur le graphe. Et si c'est sur le graphe, ben, si c'est sur la courbe, c'est bien. Si c'est pas sur la courbe, ben, vous devez expliquer. D'accord? Bien, le TP sur les pendules est fini.
Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe au HP. Y a-t-il des questions? Oui? Ben, c'est la réponse vous appartient. C'est à vous de répondre. Bon, réfléchissez un petit peu, de toute façon, vous réfléchissez là-dessus, vous voyez comment vous avez fait vos mesures dans le premier cas et dans le deuxième cas, et vous voyez, si vous voulez, c'est certainement en termes de précision de mesure. D'accord? Vous regardez comment vous avez été précis, à quelle précision vous avez mesuré les T1 et T2 dans le premier cas, et avec quelle précision vous l'avez mesuré dans le deuxième cas. À ce moment-là, vous allez bien voir. D'accord? Ok? Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Non? Bon, ben, on va passer au parleur alors. Bien, ben, je vois pas beaucoup de monde. Rosa Badrik, vous voulez le haut-parleur? Je la vois pas. Est-ce qu'ils ont perdu la connexion? Vous voulez faire le HP aussi? Oui? Pas de problème. Bien. Ben, j'espère que les autres vont rejoindre parce que